Cette semaine au balado, on parle de la gauche populiste, de la crise de l'endettement et de l'élection du nouveau maire de New York avec Jérôme Blanchet-Gravel. Et Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables vient nous présenter le budget fédéral 2025-2026. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur Francis Denis en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef à Libre Média. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Alors Jérôme, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. On va avoir l'occasion de discuter de la conférence, le grand succès de la conférence qui a eu lieu la semaine dernière dans la deuxième partie de l'émission avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, puisqu'il était lui-même présent et même co-organisateur. Alors, ça va être l'occasion dans la deuxième partie de l'épisode de parler de ça, mais dans la première partie, il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur le site web de Libre Média ou libre-media.com, parmi lesquels plusieurs textes sur l'élection controversée de Zoran Mamdani, qui est depuis presque une semaine maintenant nouveau maire de New York, qui est qualifié d'islamo-gauchiste par Léon Ouknin dans la rubrique Opinion de Libre Média. Jérôme Blanchet-Gravel, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais j'en pense effectivement que c'est d'abord, c'est une rupture, je pense, à gauche aux États-Unis, c'est-à-dire que d'un côté, on a une gauche qui va rester plus près d'Israël et une gauche qui va être plus complaisante avec effectivement un certain courant. Bon, on dit antisionisme, on se demande toujours s'il n'y a pas un peu d'antisémitisme, voire beaucoup là-dedans. Donc, c'est symptomatique de la radicalisation d'une frange de la gauche aux États-Unis. Bon, je pense que j'invente pas ça, on s'entend. Et écoute, pour New York, toi, tu connais, hein, parce que bon, t'es allé récemment faire un reportage sur... T'anticipais déjà le déclin, finalement, de New York avec la crise migratoire notamment. On renvoie les auditeurs à ce reportage sur YouTube. Donc, la grosse pomme, finalement, qui devient le laboratoire, en quelque sorte, d'une nouvelle... d'une utopie progressiste, celle finalement des élites écolo-urbaines, etc. On peut multiplier... les qualificatifs, mais ça prend une dimension très forte. Là, New York, bon, à l'échelle du Québec, on a eu les élections municipales récemment. On sait qu'il y a des gens très à gauche qui investissent l'échelon municipal très fortement, mais là, c'est ça. New York, c'est un symbole et ça prend des proportions beaucoup plus grandes. Donc, M. Mamdani, effectivement, mais ça fait penser aussi quand même aux maires musulmans, là, c'est-à-dire au pluriel. On pense à celui de Londres. Donc, qu'est-ce que ça anticipe vraiment? Donc, finalement, ce sont quand même des maires qui sont proches de ce qu'on appelle la diversité, la sainte diversité. Puis c'est quelqu'un qui est sur le plan économique aussi très radical. Ça fait beaucoup à la fois. Là. C'est-à-dire, d'un côté, on a ce socialisme économique très assumé, et de l'autre, carrément, un parti pris pour la Palestine qui est décomplexé, qui est sans nuance, etc. Il y a un grand rabbin à New York qui estime que Mamdani menace carrément la sécurité, en fait, de la communauté juive de New York. Donc, c'est vraiment, symptomatique d'une séparation, je pense, à l'intérieur de la gauche américaine. C'est-à-dire, on avait déjà parlé de la frange Bernie Sanders, tout ça, Ocasio-Cortez, tout ça. Mais là, je pense que c'est plus encore. Qu'est-ce que ça dit sur l'avenir des États-Unis? Est-ce qu'on va aller vers une polarisation? Ça va être plus, entre guillemets, extrême gauche, extrême droite? Bon, extrême droite, j'éviterais d'utiliser ce qualificatif-là, mais je ne sais pas si vous voyez, là. C'est-à-dire, on parle des fois un peu d'un mini-Trump de gauche, là, c'est-à-dire on a dit que Mamdani avait le côté spectacle un peu de Donald Trump. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que tu as observé des choses que je ne sais pas, que j'ai pas vues. Mais c'est ça. Je pense que pour le dire simplement, pour New York, je pense que c'est une nouvelle assez négative. Oui, il y a deux choses que j'aimerais t'entendre sur ces deux aspects-là. Le premier, c'est justement sur son élection comme telle. On avait eu l'impression que l'élection de Donald Trump, c'était plutôt
disons, l'ancienne Amérique. C'était l'Amérique, disons, qui essayait de faire l'unité, les États-Unis, c'est-à-dire de reconstruire ou de retrouver un peu l'unité au sein de la diversité, de ce melting pot, là, un peu la différence spécifique des États-Unis. Tandis que là, on a vu dans le discours de victoire de Mamdani un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était la victoire de ce qu'on a appelé l'intersectionnalité. Donc là, il s'est laissé aller à disons, une énumération de l'ensemble des groupes de cette nouvelle, de toutes ces minorités, et à les additionnant, c'est ce qui aurait permis l'élection de Mamdani. Est-ce qu'on assiste justement à gauche là, à un retour de l'intersectionnalité qu'on pensait mise de côté ou presque morte, là, disons, depuis l'élection de Trump, selon toi? Oui, effectivement, je pense que c'est la preuve, effectivement, que le wokisme, en fait, n'est pas mort, voire pas du tout. Donc, c'est sûr que c'est très inquiétant pour un Donald Trump. En plus, on sait qu'il est proche de New York, il est issu, finalement, de New York, Donald Trump. Donc, lui, il doit vraiment capoter, pour le dire en québécois. Je ne sais pas quel trip, quand même, les New-Yorkais se tapent pour enchérir. C'est-à-dire, quel trip veulent-ils vivre, les New-Yorkais, en élisant ce maire-là, qui annonce, c'est ça. Déjà sur le plan économique, sur le plan, bon, de la diversité culturelle, bon, peut-être, écoute, qu'il va mener des politiques, là, peut-être superficielles, en fait. On sait que le wokisme peut être très superficiel. Donc, s'il peut s'en tient à des mesures, des politiques publiques du genre subventionne, bon, les communautés de telle couleur. Bon, on sait que les woke aiment beaucoup ranger les gens dans des cases, là, à telle couleur. C'est un peu la peinture à numéro, là, leur affaire. Donc, mais sur le plan économique, ça annonce des jours assez durs. Donc, c'est salaire minimum, je pense, à 30 $. Tu vas rappeler une couple de mesures, là. Taxer, évidemment, les millionnaires. 1 million plus 1 $ taxé, ce qui n'est pas énormément riche non plus aujourd'hui. C'est quand même quelqu'un qui porte vraiment une sorte de rancune, là. C'est-à-dire, c'est très, très, très revanchard, finalement, comme approche. Lui-même, par contre, n'est pas pauvre à l'origine. C'est comme on le dit, c'est l'élite, bon, avec la petite cuillère. Donc, bon, mais en même temps, ce ne serait pas le premier politicien de gauche caviar, là. Mais c'est ça, quel trip les New-Yorkais se tapent-ils? C'est une rupture symbolique aussi très importante, avec, évidemment, dans la ville du 11 septembre, d'élire un maire musulman. Puis pas juste musulman, là, c'est pas quelqu'un seulement qui a des parents qui viennent d'un pays de confession musulmane. On sait qu'il y a plein de gens qui ne pratiquent pas vraiment l'islam ou de manière très, très modérée, etc., qui ne veulent pas faire le djihad, là, puis tout ça, que ce soit le djihad spirituel ou le djihad guerrier, là, parce qu'il y a deux ça renvoie au même, le même concept renvoie à deux choses. Mais c'est ça, c'est la ville du 11 septembre et c'est quelqu'un qui affiche des positions radicales, qui a des liens assez douteux aussi avec des personnages islamistes. Donc, il a posé en photo avec l'imam Siraj Wahhaj de la mosquée Majid Al-Taqwa de Brooklyn. Donc, c'est comme un homme qui est considéré comme un co-conspirateur non inculpé de l'attentat, non pas de 2001, mais de 1993 du World Trade Center. Donc, un imam connu pour ses prêches islamophobes et anti-américains. Donc, on voit aussi que le wokisme, c'est toujours dans sa contradiction, là. C'est-à-dire, d'un côté, vous appuyez une diversité qui déteste des gens pour des raisons morales. C'est-à-dire ici, les homosexuels. De l'autre, vous êtes près de les LGBT. Donc ça, c'est la grande contradiction du wokisme, là. Vous ne pouvez pas appuyer d'un côté l'ultraconservatisme religieux de la diversité et de l'autre côté le courant LGBT. Mais ils le font quand même. Donc, le fond, ce qui les réunit peut-être, c'est une espèce d'idéologie du ressentiment, c'est-à-dire une perception, à tout le moins, d'une injustice vécue qui puis près l'aider avant même de s'engager. Donc, il y a les deux ressentiments de la gauche, on pourrait dire woke, et de l'islamisme, donc cet islamo-gauchisme, pour faire court, se rejoignent dans le ressentiment et dans la prétention que le rêve américain est impossible, que le capitalisme est biaisé d'avance et que finalement, vaut mieux renverser la table. C'est ça que je sens, effectivement.
ce désir de vengeance, comme tu dis. C'est un peu le film, le Joker, là. C'est-à-dire, le Joker, je sais pas si vous avez... Bon, les autres... Le premier, pas le deuxième, le premier. Le premier, ouais, qui était bon. Lui qui était bon, là, dans le fond. Et là, vous voyez là, celui sans Lady Gaga. Là. Exact. Où finalement, ce sont les laissés pour compte qui finissent par faire une sorte d'insurrection, là, sans divulgacher la fin. Bon, c'est un film qui date un peu. Je pense qu'on peut se le permettre. Mais il y a ça dans le Joker, c'est-à-dire cette haine finalement de l'élite blanche, riche, du maire finalement de New York, qui refuse de reconnaître un fils illégitime peut-être d'une femme atteinte de maladie mentale. Et donc, il y a cette revanche dans le Joker contre cette espèce de capitalisme américain qui serait essentiellement oligarchique. En même temps, bon, c'est ça, M. Mamdani est lui-même issu un peu ben, pas juste un peu de l'élite financière, là, mais en tout cas, bref, il y a ça. Moi, je sens ça, effectivement, chez Mamdani. C'est très malsain, ce sentiment rancunier qui viserait... Il y a quelque chose d'anti-système d'une certaine façon, là. Donc, c'est peut-être ça qui peut le lier à Donald Trump. Là. C'est-à-dire, est-ce que ça s'inscrit globalement dans un vaste mouvement anti-système? D'un côté, les institutions américaines, bon, avec Big Pharma, etc., le complexe militaro-industriel, tout le rejet de tout ça d'un côté, ce qu'on appelle le Deep State, et de l'autre, vraiment, de cette Amérique, finalement, qui serait encore... ben, c'est un peu la même chose, qui serait encore sous la coupe de l'oligarchie. Pour embrasser quand même d'autres acteurs puissants. Là. C'est ça aussi une autre contradiction, là, c'est-à-dire, là, c'est comme un maire pro-BRICS à New York, c'est gros. C'est vraiment, il s'est passé quelque chose. Là. Je ne sais pas si vous voyez, on commence en Occident à élire des maires anti-occidentaux finalement. Ça n'est pas tout à fait positif, là. Non, mais c'est aussi peut-être une conséquence de la concentration de la richesse, là, notamment à New York, là, qui fait en sorte que la concentration de la richesse fait en sorte que la majorité des capitaux sont dans de très peu de mains. Donc, finalement, lorsque ces mains votent, elles sont la majorité, donc elles peuvent voter contre les officines du pouvoir, qui sont souvent le pouvoir économique et disons, on pourrait dire, immobilier et politique, à New York font une seule et même chose. Et justement, ben, en ce sens-là, il y a eu des articles qui ont été publiés, bon oui, sur libre-media.com qu'on invite les auditeurs à aller lire. Mais il y a par exemple d'autres figures du haut capitalisme, là, même du capitalisme de la haute technologie. On peut penser à Peter Thiel, par exemple, qui cette semaine, la semaine dernière, dans un article publié dans The Free Press, qui en français Libre Média, non, je fais des blagues, disait que le capitalisme ne marche pas pour les jeunes aujourd'hui. Pourquoi? Justement parce que, notamment en matière d'immobilier, il est très difficile aujourd'hui de se loger dû aux politiques inflationnistes qui ont fait en sorte d'imprimer de l'argent et de gonfler artificiellement la valeur de l'immobilier, notamment à New York. Et donc, lorsque vous vous rendez, d'une part et d'autre part, avec toutes les régulations, notamment les régulations environnementales, de construction, de zonage et tout ça, qui fait en sorte que les prix sont augmentés artificiellement parce que vous créez une rareté artificiellement par ces règles, ben, c'est toujours la même classe, dans le cas de l'article de Peter Thiel, les boomers, qu'il nomme spécifiquement, qui fait en sorte que c'est toujours eux, finalement, qui gagnent au change. Et la jeunesse, dans un tel contexte, on ne peut pas s'étonner que la jeunesse penche vers le communisme, la redistribution forcée et tout ça. Donc, je ne sais pas d'un côté, est-ce que la gauche peut récupérer elle qui est très interventionniste et elle dont l'idéologie est grandement responsable de la situation actuelle, comment peut-elle récupérer la jeunesse, sinon par justement un manque d'éducation de la jeunesse par rapport à l'histoire du communisme, ou justement par une volonté d'attirer ou de tirer toute la société vers le bas, là où se trouve actuellement la jeunesse. Est-ce que la gauche peut, à long terme, récupérer
disons, l'électorat qui subit les conséquences de son pouvoir depuis les 40 dernières années, selon toi, Jérôme? Ben écoute, ça reste possible. L'histoire est imprévisible. Ça va dépendre de ses aptitudes en communication politique. Finalement, on sait que les campagnes électorales, ça reste des guerres de com, là, pour le dire simplement. Donc, il y a toujours des surprises. Au Québec, je pense que ce serait possible parce que les électeurs ne sont pas toujours très cohérents. Aux États-Unis, je ne sais pas. Ça va dépendre quand même aussi de la proportion des migrants, finalement, dans certaines zones. On sait qu'il y a un clientélisme électoral aussi à travers ça. Donc, bon, c'est sûr que Hamdani a dû récolter quand même le vote islamique à New York majoritairement. Après, les États-Unis restent un pays quand même plus patriotique là, que le Canada. Je pense qu'il y a un peu moins quand même, je sais pas, là, est-ce qu'il y a moins de clientélisme électoral? Est-ce que tous les Latinos ont voté pour Mamdani à New York? Je ne pense pas non plus, parce qu'on sait que quand même, il y a plusieurs millions de Latinos qui ont voté Donald Trump. En même temps, ça dépend. Là. Il faut que les gens restent Ouais, cohérents. les Latinos, c'est pas toute la même chose non plus. Il y a les Latinos cubains de New York et les sans-papiers qui peuvent voter de New York aussi, peut-être. Non, c'est Oui, non, mais il faut dire. Entre guillemets. Puis les Latinos, je parle d'eux parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est un peu eux quand même qui peuvent faire basculer à long terme. C'est-à-dire, on sait, on veut une sorte d'hispanisation des États-Unis. Donc, s'ils sont quand même... moi, je m'intéresse à ça, pas juste parce que, bon, par affinité, mais parce que c'est déterminant là, dans l'avenir des États-Unis. Là, on parle de 60 millions d'hispanophones aux États-Unis. C'est plus d'hispanophones qu'en Espagne. Après, bon. Mais là où je pense que les électeurs doivent être vigilants, c'est que les solutions de la gauche, il y a des constats peut-être là, que moi je connais peu New York, tu peux développer plus justement, toi tu connais mieux la grosse pomme. Ça se peut que le capitalisme ait échoué là, dans certains secteurs de la société, etc. Ça se peut que ce soit une ville écrasante là, sur le plan Oui, des... bien c'est sûr. Ouais. Ben, l'immobilier est inabordable et c'est un peu le rêve de tout jeune Américain d'avoir du succès. Donc, c'est une ville à haute productivité, la finance mondiale s'y trouve et c'est ça. Dans le fond, la majorité de la population ne peut pas faire partie du 1%, et donc c'est entre guillemets le 99% qui finit par manifester son ras-le-bol d'une manière un peu cavalière par justement ce populisme de gauche. Donc, je pense qu'il y a cette question-là. Puis, il y a aussi toute la question, bon, la post-COVID. On sait que New York a été l'un des endroits les plus touchés par l'interventionnisme étatique en matière de liberté individuelle. Donc, il y a des conséquences encore là aujourd'hui économiques qui sont dues à cette crise covidienne. Et encore là, ce qui est étrange, c'est qu'on demande à ceux, entre guillemets, à l'idéologie qui a créé les différents problèmes de résoudre les différents problèmes. Parce que, on le sait, le capitalisme, disons, poussé à l'extrême, revient à un communisme à l'extrême, c'est-à-dire que c'est une concentration telle des richesses que finalement, que ce soit l'État qui cannibalise l'ensemble des pouvoirs financiers ou politiques, ou que ce soit quelques oligarques de la tech finalement, le citoyen moyen, ça arrive au même. Donc, on voit difficilement comment pourrait, disons, qu'un côté ou l'autre soit élu, qu'il le fasse d'une manière polie ou d'une manière un peu, on pourrait dire populiste, là, au sens où, comme Mamdani ou Trump, d'un côté ou de l'autre, je ne suis pas sûr qu'on va arriver à un bon résultat parce qu'on n'arrive pas à changer de paradigme. Donc, je pense que les deux sont une forme d'une certaine façon, d'un certain conformisme électoraliste, au sens où ils refusent de sortir de la gauche et de la droite. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile, là, parce que, bon, c'est un paradigme qui a 50 ans, là, donc les électeurs sont habitués à avoir cette subdivision. Mais je pense que là, on est au-delà de ça, là, parce que le véritable problème, c'est justement pour moi, il est financier d'abord, et c'est dû justement à la
je fais mon Elon Musk, mais le problème est lié à la dette. Je veux dire, lorsque une grande partie de votre budget annuel qui provient des impôts, des taxes et tout ça est donné aux intérêts de la dette, qui possède cette dette-là? Bon, aux États-Unis, c'est mieux parce que la majorité de la dette est possédée par des Américains, qu'elle soit corporatif ou individuel. Mais dans des pays comme le Canada ou l'Espagne, je veux dire, c'est la Chine ou c'est d'autres. Donc, vous perdez votre souveraineté. Donc, le problème de la dette, il est crucial. Et je pense qu'au niveau municipal, ça va être difficile de le combattre. Là. Donc, ça vient d'un problème plus haut. Donc, je pense que la menace qui provient de la gauche vient surtout de ce fait-là, du fait qu'elle n'a même pas de restrictions en matière budgétaire et elle n'a aucun scrupule à augmenter la dette, les dettes nationales. Et le problème avec la droite, c'est que les pouvoirs financiers qui les soutiennent sont liés justement au paiement d'intérêts des dettes donc, que les gouvernements se sont faits un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un problème structurel qui, entre guillemets, contamine les deux côtés. Et finalement, c'est les plus petits là, qui n'ont pas justement de biens, là, que ce soit immobilier ou des actions ou quoi que ce soit, qui profitent de l'inflation. Donc, je pense que les plus pauvres vont continuer à devenir plus pauvres. Les plus riches ne s'enrichiront pas nécessairement. Ils vont juste augmenter les chiffres, mais la valeur de leur argent va diminuer ou va rester la même. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais si cette logique-là et disons, l'incapacité des politiques à donner des solutions, disons, à la racine du problème tel qu'Elon Musk le présentait, je pense que ça va juste aller de mal en pis. Là. Et on sait ce qu'amène une population qui perd espoir, on sait ce à quoi mène une population qui s'appauvrit. Ça mène pas à plus de productivité, à plus d'innovation et à plus de croissance. Ça, c'est clair. En plus de grogne, par exemple, la gauche a l'avantage, sur le plan rhétorique, de remettre en question, justement, le système même qui permet la dette, c'est-à-dire la haute finance, etc., les banques. Donc, la droite, elle, reste quand même... Mais elle ne le fait pas. C'est ce qu'elle dit qu'elle fait, mais c'est pas ce qu'elle fait. Oui, parce que la gauche continue de faire exploser les budgets des gouvernements qui mènent à de la dette, qui mènent à de l'endettement, qui mènent à l'enrichissement des banques et des plus riches. Donc, c'est juste que c'est un pas plus loin. C'est un pas plus loin au sens où c'est une séquence plus loin. Donc, au court terme, ceux qui bénéficient des aides gouvernementales se sentent mieux à court terme, mais à long terme, ce sont les banques qui s'enrichissent et les bailleurs de fonds des gouvernements, des acheteurs de dettes, là, les acheteurs de bonds. Là. Donc, c'est vraiment... donc, à long terme, tandis qu'à on pourrait distinguer court terme ou long terme, mais c'est toujours ceux qui misent sur le long terme qui finissent par s'enrichir. Mais à gauche, tu as quand même l'idée que tout le système actuel est basé sur des spéculations bancaires plus ou moins vraies. À Radio X, ils ont fait un Vox Pop récemment. On interrogeait des gens sur la rue sur leur perception de la dette, là, 78 milliards de déficit au Canada. Il y avait des gens qui répondaient que pour eux, c'était des chiffres imaginaires. Là. Parce que c'est des chiffres. C'est vrai que c'est un système. Puis là c'est vrai, je me fais l'avocat du diable. Alain Deneau a publié des livres, le penseur de gauche, où il remet en question ce système-là. C'est-à-dire, il y a un système de spéculation bancaire. Et on a perdu le contrôle d'une certaine façon. On l'a vu durant toutes sortes de crises. Les acteurs de Wall Street, apparemment, ne savent plus exactement toujours ce qu'ils font. Là. Donc, ce que je veux dire, c'est que je prends évidemment pas l'endettement des gouvernements, des États. Mais à gauche, tu as une extrême gauche pour qui on est dans la matrice, là, sur le plan économique, et pour qui s'endetter, justement, c'est pas grave parce que au final, c'est pas vrai. C'est de l'argent qui doit nous revenir d'une certaine façon parce que les banques, ce sont des institutions de... Non, mais en même temps, c'est là que le populisme de gauche est très néfaste parce que penser que c'est imaginaire, c'est d'une certaine façon être soi-même victime de son propre discours. Parce que juste au Canada, l'année dernière, on a pris l'ensemble de la TPS pour payer les intérêts aux acteurs. Donc, aux acteurs, aux financiers.
Donc, les intérêts, l'ensemble de la TPS est bon. Et là, on demandera aux médecins et l'ensemble des gens qui dépendent de l'État pour vivre grassement ou pas. Cet argent-là n'a pas été mis dans les systèmes, entre guillemets, de l'État-providence. Donc, est-ce qu'eux diraient que c'est imaginaire, cet argent-là, l'argent qui n'a pas été mis dans la réfection des structures ou dans le paiement ou dans l'augmentation de salaire, eux sont-ils prêts à dire que c'est imaginaire? Donc, qui peut dire que c'est imaginaire? Donc, la gauche populiste telle qu'on la trouve aujourd'hui, elle présente, disons, le macro comme étant imaginaire, sans voir qu'il y a un lien direct de ruissellement ou de causalité vers le bas qui va nécessairement, par effet domino, affecter le portefeuille et les plus pauvres. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette incapacité à voir le long terme dans la gauche État-providentielle, si ce n'est que par opportunisme politique, mais de très bas étages. En jouant vraiment aussi, avec... Oui, mais l'inconscience, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... oui, peut-être qu'ils ignorent ces processus, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que nul ne peut ignorer la loi lorsqu'on conduit sa voiture. Donc, nul ne devrait ignorer les lois, disons, primaires de la finance s'il se présente dans quel que soit un poste politique. Donc, et nul ne devrait ignorer, et le citoyen moyen ne devrait pas ignorer les lois qui permettent de détecter lorsque quelqu'un ne connaît pas ses principes primaires aussi. Donc là, tout le monde est, entre guillemets, un peu coupable de la situation dans laquelle les pays occidentaux se trouvent. Et moi, je le lis, cette décadence politique et économique, je la lis surtout à une décadence culturelle et intellectuelle là, en Occident qui fait en sorte que les citoyens eux-mêmes n'ont plus les instruments et les médias aussi. Là, les médias sont comme entre les deux. On peut en parler si tu veux, Jérôme. Les médias n'ont plus les instruments conceptuels ou ne sont plus, disons, à l'intérieur même des médias, ils n'ont plus les concepts et les instruments intellectuels pour pouvoir comprendre les causes et les effets de ce qui nous arrive. Et donc, on arrive aussi à une population qui n'a pas ces instruments-là. Là. Si ce n'est que des fois, quand on écoute Radio-Canada, c'est de la pure propagande pour de souligner le système. Là, on peut penser au budget Carney. Dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir Nicolas Gagnon pour en parler. On peut voir à quel point, disons, la dette ne fait pas peur. Là. Donc, la dette est le problème, mais elle ne fait pas peur. Donc, il y a quelque chose qui, pour employer l'anglicisme, ne compute pas. Là. C'est ça, mais tu me posais la question, comment la gauche pourrait-elle convaincre l'électorat que le redressement de la société passe encore par elle, même si elle est responsable en grande partie de l'état de la société actuelle, ben comme ça, c'est-à-dire avec beaucoup plus de populisme au sens négatif, au sens péjoratif. Donc, en faisant croire finalement aux gens que le système, même économique, est artificiel et qu'on peut encore une fois venir jouer avec ces paramètres-là, intervenir, plus d'interventionnisme et finalement aboutir carrément à la gauche, comme on l'a vu en Amérique latine, la banque n'est pas contente, on va la nationaliser. Tu sais, honnêtement, et là, ça me fait penser ce matin, on enregistre le matin, que c'est très dangereux, là, finalement. Ce podcast-là est bon, on développe, ça nous fait penser à voix haute, mais c'est grave, là. C'est-à-dire qu'on peut aller là. Je pense que si la gauche se met à dire, de toute façon, le système qui permet les déficits est basé sur c'est un système financier qui est tout lui aussi à revoir au complet, et qu'on ne reconnaît pas, parce que c'est quand même un classique dans l'histoire de la gauche, on ne reconnaît pas le système bancaire. Il ne faut pas l'oublier, là, combien de banques ont été nationalisées de force, évidemment de force en Amérique latine, etc., parce que le gouvernement avait changé. Tout d'un coup, vos actifs, monsieur, vous avez 50 000 à la banque, ben ces 50 000 appartiennent maintenant au gouvernement de Bolivie. Bye. Tu sais, ça s'est passé souvent, là. Je ne vais pas faire peur au monde, ça n'arrivera pas demain aux États-Unis, je pense pas du tout, mais si Mme Dany et sa gang commencent à dire ça, là, de toute façon, un déficit, ça c'est déjà dans l'air, on l'entend déjà dans la rue au Canada. Là. Un déficit, c'est pas vrai. Les banques, de toute façon, c'est des crosseurs.
C'est un système qui Mais est à c'est que c'est pas revoir. faux. C'est que c'est pas faux. C'est-à-dire que les banques Ben non! profitent du discours qui se prétend être contre lui. Donc, c'est les banques, la Peut-être, oui, seule chose oui. qu'il peut faire contre, qui pourrait aller, oui, parce que c'est les acheteurs d'obligations qui finalement paient les déficits. Et c'est là que les gouvernements s'endettent et finalement finissent éventuellement par payer des intérêts qui deviennent l'équivalent de la TPS payée l'année dernière, comme je l'ai dit. Mais est-ce qu'une piste de solution, justement, parce que le problème, c'est faut revenir à la réalité et sortir des concepts, c'est-à-dire gauche-droite, disons, qui est de telle idéologie ou qui ne l'est pas, je pense que c'est un peu désuet dans ce contexte du véritable problème de l'inflation et du mensonge financier, finalement, dont profitent et l'État et ceux qui en dépendent et les banques, etc. C'est justement peut-être une vision comme celle de Milei, au sens où parce qu'on a vu que Donald Trump est plus interventionniste et plus, entre guillemets, à gauche qu'on pouvait le penser. Milei, lui, c'est l'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire on va scier dans les dépenses de l'État pour pouvoir essayer de faire en sorte que la société civile puisse respirer, éventuellement aussi convaincre disons, les capitaux étrangers de revenir et d'avoir confiance dans le pays. Là. Je pense que ça, c'est nécessaire pour les pays en voie de développement. Donc, est-ce que ça, cet aspect rock'n'roll, cet aspect on scie dans la Droite punk, tronçonneuse, ouais. dans le gouvernement, punk et tout ça, c'est pas, au moins au point de vue électoral, une façon pour, entre guillemets, ce qui était la gauche, qui est devenu la droite, mais c'est très difficile de parler même de ce qui se passe parce que tout est fluide, là. Mais est-ce que, disons, s'attaquer au véritable problème aujourd'hui pour ceux qui veulent couper les dépenses, c'est pas justement en prenant un déguisement, disons, associé justement à la révolution et au punk et tout ça. Là. Donc, est-ce que Javier Milei n'a pas bien vu? Et on a vu les économies et disons, il a remis en même pas un an le pays sur la bonne voie. Là. Qu'est-ce que tu en penses un peu là, de cette troisième voie à la Milei? Ben ça se peut. Écoute, Milei, il y a quand même des problèmes. En Argentine, il y a quand même... c'est une droite qui est très divisée, hein, d'abord en Amérique latine. Donc, il a perdu des appuis à droite, peut-être parce qu'il était justement pas assez dans la droite traditionnelle. Mais divisé au sens où là, il avait quand même réussi à faire l'unité avant les élections, donc il a été élu grâce à cette unité des droites. Donc l'union des droites a été faite avant les élections, il a gagné, il a gagné, je pense, les législatives là, qui sont arrivées il y a quelques semaines, donc il a regagné son pays, peut-être grâce à Donald Trump qui a fait des grandes menaces. Mais donc oui, peut-être maintenant, aujourd'hui, il y a des bisbilles, mais ils ont quand même gagné. Peut-être que le contexte électoral permet l'unité et le contexte de gouvernement permet justement aux différentes, disons, formes de droite de tirer de leur côté là, sans en vivre les conséquences. Milei reste un succès en Argentine, mais là, ça prendrait on pourrait y consacrer tout l'épisode. C'est-à-dire, ce qu'on reproche beaucoup à Milei en Amérique latine, dans le monde hispanophone, c'est son appui inconditionnel à Israël, qui n'a pas été digéré, mais ça, c'est un autre sujet. Après, oui, je pense que le travail économique de Milei a été très bon. Donc, tu me parlais emprunter un peu la subversion, du moins sur le plan esthétique, là, propre à la gauche, pour développer une droite qui est finalement plus populaire. Chose certaine, il faut que la droite ait des mesures qui profitent réellement aux gens à revenus modestes. Ça, pour moi, c'est très clair. Si la droite commet l'erreur c'est ça, de rester, puis non, je ne dis pas rester, mais comment le faire? Comment le faire? Parce que à court terme, ce qui aide vraiment les gens dans le besoin, c'est des politiques interventionnistes. Mais à long terme, c'est ce qui les tue, entre guillemets. C'est ce qui les rend plus pauvres. Donc, comment jumeler politiques économiques à court terme d'aide à ceux qui en ont besoin et à long terme de sabrage dans les dépenses publiques qui cause l'inflation, qui cause la pauvreté. C'est tout ça, là. Et faire la distinction court terme, long terme dans un climat électoral aux 4 ans ou aux 5 ans, tout un défi. Ça prend la foi, là. Il faut que les gens... c'est un peu de perspective, mais je donne un exemple concret. Au Québec, Éric Duhem en a parlé cette semaine, c'est-à-dire on va taxer des vêtements de seconde main, c'est-à-dire les vêtements des friperies.
Donc, une mesure qui serait à droite et qui profiterait en même temps, de manière très concrète, aux gens dans le besoin, entre guillemets, parce qu'il y a peut-être des gens qui fréquentent les friperies qui ne sont pas dans le besoin aussi. Le fashion rétro est revenu à la mode. Mais c'est de dire pourquoi les gens qui n'ont pas les moyens de faire des grands magasins se feraient imposer une taxe sur un produit qui a déjà été taxé. Donc ça, très concrètement, ça nous prend une droite qui est sensible justement à ces enjeux populaires. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de manière concrète d'arriver avec... Même chose pour l'essence, là, c'est-à-dire, tu sais, la fameuse... Nicolas Gagnon peut nous en parler, mais la fameuse taxe carbone, on sait, le nuit aux familles au Québec. Donc, ça ne va pas changer la trajectoire atmosphérique de la planète, etc. Là. Donc, non, mais ça, c'est peut-être justement, tu viens de pointer quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la crise climatique, elle est très intéressante parce c'est un des lieux où la population votante réussit à faire la distinction entre le court terme et le long terme. Au sens où le court terme, ce n'est que coût. Il n'a absolument aucun bénéfice. Par exemple, je pourrais prendre même l'exemple de la ville de Montréal. Ils ont mis des cônes oranges partout, des sens uniques partout, ils ont rendu des pistes cyclables partout, ils ont rendu la vie difficile aux automobilistes, où ils l'ont complexifié en pensant et en voulant disons, faire en sorte que justement les automobilistes changent de moyen de transport et utilisent le transport en commun. Donc, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que à court terme, toutes ces politiques-là n'ont pas réduit le nombre de véhicules, mais n'ont fait en sorte que rendre les déplacements plus inefficaces. Donc, quand vous êtes au coin de la rue et vous brûlez du gaz parce que vous avancez pas dans le bouchon pendant des heures et des heures, vous brûlez beaucoup plus d'essence que vous en auriez fait si tout avait été beaucoup plus fluide. Donc, à court terme, l'ensemble des politiques disons, entre guillemets, dites écologistes dans la gestion des pistes cyclables et de la fluidité routière à Montréal, elle a créé plus de pollution. Donc, il y a plus de pollution depuis Ferrandez et depuis Valérie Plante à court terme à Montréal. Donc, mais les gens sont capables de faire abstraction de ça, c'est-à-dire de ce qu'ils voient, parce qu'ils s'imaginent, oui, peut-être à tort ou à raison, qu'à long terme, il va y avoir des bénéfices parce que éventuellement, les gens vont arrêter de prendre leur voiture et vont changer de mode de transport. Et donc, à la fin, disons, sur un long terme, et là, on parle de millénaires, il y aura moins de gaz carbonique. Donc, il est possible, au moins, donc mon point, c'est, ce qui est intéressant, c'est que positivement, il est possible de faire accepter aux gens qu'il y a une différence entre le court terme et le long terme dans les politiques. Donc, pour comment déplacer un peu cette capacité conceptuelle des populations démocratiques occidentales dans la sphère fiscale, où là, on pourrait vraiment avoir un effet à court terme et à long terme. Intéressant. Est-ce que nous accueillons Nicolas Gagnon? OK, on va poursuivre, Francis, parce que... c'est des théories, questions que je pose comme ça. Mais Jérôme, si on a quelques minutes avant que justement Nicolas Gagnon se joigne à nous pour parler d'un autre article qui a été justement publié, c'est qui se déplaçons-nous en France, puisque le 13 novembre, ça fait 10 ans plus tard, le dur sursaut français contre l'islamisme, un article de Rémy Tel. Et donc, Jérôme, un peu, là, toi, comment as-tu vécu un peu ce 10e anniversaire, ce sombre 10e anniversaire? Écoute, c'est un événement historique. On le sait, qui s'est produit en France. Moi, tu vois comment j'ai vécu ça. Écoute, il y a 10 ans, Francis, j'allais participer à un colloque à Nancy. Et quand ils sont survenus les attentats du 13 novembre, je partais le lendemain à Paris pour me rendre à Nancy. J'étais assez marqué. D'abord, sur le coup, je me suis demandé... D'abord, je trouve que c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qui s'est passé là. C'est une rupture dans l'histoire de France. Écoutez les images, vous pouvez les voir à nouveau si vous voulez. Donc, on parle d'un bilan de 130 morts, etc. Vraiment un coup dur pour la France, mais pour le monde occidental, pour le monde libre. Donc, je regarde ça à la télé d'abord. Je suis chez mes parents et je me dis, est-ce que je pars? Évidemment, on trouve ça épouvantable sur le plan d'abord politique, culturel, tout ça.
Mais je me demande quand même, est-ce que je pars à Paris le lendemain des attentats du 13 novembre? Finalement, je pars quand même. Les vols ne sont pas annulés. Et je suis arrivé dans un Paris vraiment dévasté sur le plan psychologique. C'était incroyable. Les gens avaient peur d'être dans la rue, évidemment. Et j'avais des rendez-vous avec toutes sortes d'intellectuels, etc. Et les gens, plusieurs étaient traumatisés au point qu'on ne voulait pas aborder la question. Je nommerai pas des noms, mais des grands intellectuels qui me disaient non, moi, je ne parle pas de ça aujourd'hui. À tel point que le traumatisme collectif était récent. Là. Donc, ça a beaucoup, honnêtement, ça a beaucoup affecté les consciences à Paris, en France. Puis ça a été long, honnêtement. Tous les commentaires, écoutez, je m'asseyais en terrasse à Paris, puis il y avait encore des gens qui disaient « Ah, on va se faire tuer. » C'est resté là, 2 semaines au moins où les gens avaient peur d'être en terrasse. Il y a de quoi, évidemment, on sait, hein, des gens qui ont été fusillés en terrasse, tout ça. Donc, toute une commotion, franchement. Et donc, j'ai pu assister, c'est ça, à tous ces hommages partout en province qu'on appelle. Donc, on allait mettre des fleurs, évidemment, sur des grandes places en hommage aux victimes. Vraiment un coup très dur. Ça a été un de mes pires, entre guillemets, séjours en France de ma vie. Instructif, mais c'est vrai que c'était vraiment pas rose. C'était pas le moment pour partir. Mais en même temps, j'avais un colloque, puis on avait une présentation. Là. Mais bref, je regarde tout un souvenir, puis je trouve ça important, Francis, dans Libre Média, qu'on revienne là-dessus à travers le correspondant Rémi Tel, qui est extrêmement compétent, qui est en France, correspondant français. Donc, allez lire le texte, mais pour moi, c'était crucial qu'aujourd'hui, à Libre Média, on revienne sur les 10 ans du 13 novembre. Et on a aussi une petite capsule là, avec Christian Rioux à Paris. Rappelez-vous, on avait fait un portrait de Rioux, où Rioux nous emmenait devant le Bataclan, justement, pour commenter ça. Donc, allez voir ça sur YouTube, c'est encore un très bon contenu. Donc, le pari de Christian Rioux à voir sur la chaîne YouTube de Libre Média et l'article 13 novembre, 10 ans après, le dur sursaut français contre l'islamisme, publié sur Libre Média au libre-media.com. Et dans cette deuxième partie du Libre Podcast de cette semaine, se joint à nous Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, bonjour. Bonjour à vous. Nicolas Gagnon, c'est une joie de vous recevoir pour parler du budget, mais avant de parler de ce budget fédéral dont vous allez nous déployer un peu les tenants et aboutissants, j'aimerais revenir un peu là, avec toi aussi, Jérôme, de cette conférence qui a eu lieu la semaine dernière à Québec, à la scène Le Bourgneuf, intitulée « Le modèle québécois a-t-il un avenir ?» si je me souviens bien. Donc, on se posait la question de cet État québécois, l'étatisme, un peu toutes les tenants et aboutissants de cette question comme elle se pose aujourd'hui. Nicolas, c'était une co-organisation là, de la Fédération avec Libre Média. Parle-nous un peu de tes impressions. Qu'est-ce que tu en as gardé? Ouais, c'est un très beau rendez-vous. Là. Il y a c'était quand même salle comble. Là. Pas loin de 150 personnes se sont rassemblées un jeudi soir de novembre, relativement froid, pour aller parler de finances publiques, de l'avenir du modèle québécois comme tel. Donc, on s'entend que c'était assez particulier de voir à quel point finalement ce sujet-là allait vraiment chercher l'intérêt de bien des gens et qu'on était en mesure d'avoir une discussion quand même assez dynamique, très dynamique. Malheureusement, en 2 heures, on n'a pas pu tout couvrir. On avait de très bons intervenants, notamment Jonathan Hamel, Joanne Marcotte, François Fournier de Yann et Frank et moi-même avec Jérôme qui faisait l'animation. Donc, c'était un très bel échange. On avait chacun notre mot à dire et notre approche aussi parce que le modèle québécois, ou du moins la question de la conférence était vers la fin du modèle québécois. Est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là? Donc, j'avais commencé avec un état des lieux, littéralement, sur où est-ce qu'on est rendu par rapport aux promesses de François Legault, notamment quand il est arrivé au pouvoir en 2018, de sauver ce modèle québécois-là pour finalement nous laisser plusieurs années plus tard avec les résultats qu'on connaît présentement, qui sont tous sauf très intéressants. Donc, ce qui nous amène davantage à considérer que oui, on est peut-être en fin de modèle. Donc, il y a eu plusieurs interventions par rapport à l'état de l'économie québécoise, par rapport à la philosophie, notre relation avec le gouvernement, avec les syndicats, avec les différents gardiens du temple, comme on peut appeler ça de même. Donc, au final, tout ça a été quand même pas mal brassé dans les idées. Et ce que je suis quand même assez satisfait aussi, c'est de voir que
Il y a vraiment des gens qui ont aimé cet exercice-là et qui espèrent le refaire. Puis comme j'en parlais récemment à Joanne Marcotte sur un autre podcast, on aurait, ça serait intéressant peut-être de refaire l'exercice dans un territoire moins fertile pour ces idées-là, notamment peut-être Montréal, un jour si c'est possible. Bien sûr, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des gens qui nous attendent devant les portes avec des pancartes, mais il n'en reste qu'à la fin, c'est un exercice qui était bien et qui nous amène vraiment à une conclusion essentielle. Le modèle québécois, il faut arrêter de parler de le sauver, il faut vraiment le transformer, il faut revoir ses fondations. Et voilà, donc j'ai bien apprécié être en mesure de justement d'avoir cet échange-là avec les gens. Il y avait quand même des gens qui nous ont posé des questions très intéressantes par rapport à la gestion de l'immigration, par rapport à comment est-ce que les villes devraient être gérées ou comment est-ce qu'elles sont gérées présentement. Donc vraiment, le modèle québécois, on réalise que c'est pas juste une question de finances publiques et de fonction publique, c'est très large, mais dans tous les cas, les gens veulent du changement et de plus en plus. Et toi, Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence qui a fait salle comble? Parle-nous un peu de ton expérience et un peu de ton contact avec les gens sur place. Là. Quelle est l'atmosphère un peu des gens qui s'intéressent à la question des finances publiques et des modèles un jeudi soir de novembre? Ben écoute, je pense que Nicolas Gagnon en tire un bon bilan. C'est un bon résumé de l'événement. Nous, on est toujours contents de faire des événements justement en présence, là, comme on dit, en présentiel, là, depuis la pandémie. Je pense que ça a été très apprécié. J'ai un bon écho des gens du public. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues, se sont exprimées sur les réseaux justement pour faire part de leur appréciation. Je pense qu'on a eu, les intervenants ont eu, puisque effectivement j'ai animé des propos très rafraîchissants. Bon, nous-mêmes, des fois, avons un peu l'impression, on a un peu l'impression de se répéter de certaines façons. Bon, Nick connaît particulièrement bien ses lignes, sans dire que Nick se répète plus que personne. Mais pour le public, c'est ça. C'est vraiment de recevoir un point de vue qui sort enfin des sentiers battus. Là. Et j'ai vraiment... non, moi, j'ai senti qu'il y avait d'abord une bonne connexion avec le public et ensuite que c'est ça, que les gens ont apprécié l'exercice parce que c'est un exercice qui est démocratique. Et c'est pas normal que critiquer le modèle québécois soit encore aussi tabou là, dans les grands médias, comme je l'expliquais au reportage d'Alexandra Lavoie, que vous pouvez voir aussi qui porte sur la conférence, justement. Donc, allez voir ça sur YouTube. Donc, tu sais, pourquoi c'est aussi tabou encore? Ben, il y a des sources d'explication. Bon, Francis Denis a travaillé sur, finalement, la permanence religieuse, c'est ça, dans l'histoire du Québec. C'est-à-dire l'État a remplacé l'Église, pour le dire très, très simplement. Donc, il faut sortir quand même de cette sacralité de l'État pour pouvoir aborder des questions comme celle-là, comme celle du modèle. C'est pas normal que critiquer un modèle à bout de souffle soit perçu comme une hérésie. Là, donc, c'est pas du tout normal. Mais en fait, ça s'explique, mais il faut en sortir. Donc non, ça a été apprécié. Moi, j'ai eu des échos, plein de gens qui sont venus m'écrire, me dire d'abord qu'ils veulent qu'on continue à faire des événements comme ça. Effectivement, une édition montréalaise serait envisageable. Ensuite, effectivement, bon, est-ce qu'il y aurait des manifestants? Je ne le sais pas. Mais tout s'est bien déroulé, puis il y a un appétit. L'appétit est très fort, puis on peut le sentir. Moi, je suis très content, très satisfait. Donc, merci à la Fédération canadienne des contribuables de nous d'avoir pris part à cette conférence. Et je tiens à souligner que la vidéo complète de cette conférence sera disponible sur le site web de LibreMédia ou libre-media.com et disponible uniquement pour nos abonnés, tandis que la première partie, donc la version complète pour nos abonnés uniquement, et la première partie de la conférence qui dure environ 1 heure, sera disponible pour tout le monde. Donc, vous pouvez aller la visionner sous peu sur la chaîne YouTube de Libre Média. Et donc, ça vaut la peine de voir aussi les réactions de cette version en ligne et qui pourra elle aussi peut-être générer des réactions fortes pour ceux peut-être qui ne sont pas d'accord avec cette thèse que l'étatisme fait partie de cette grande réforme nécessaire pour pouvoir avoir un avenir plus sûr au
Canada. Nicolas Gagnon, vous êtes le directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, vous étiez aux premières loges pour voir et recevoir les bonnes nouvelles que des millions et des milliards de dollars d'argent fédéral qui coulera dans l'économie. Économie qui est subdivisée en investissement et en dépenses. Là, c'est une belle, beau nouveau concept qui a émergé durant cet exercice fiscal. Et on parle, par exemple, de 78,3 milliards de dollars de déficit pour 2025 et 2026. Alors, pouvez-vous, Nicolas Gagnon, nous expliquer un peu là, les tenants et aboutissants les grandes lignes de ce budget fédéral? Ben, les grandes lignes, je pense que tout le monde les a entendues pas mal. Le fameux déficit à 78,3 milliards, c'est un montant qui est assez phénoménal auquel on s'y attendait pas. On n'a pas vu un déficit aussi important depuis soit la pandémie, soit la dernière grande récession mondiale de 2008-2009. Donc, c'est assez particulier. Bien sûr, pour le reste, on a quand même appris plusieurs éléments là, par rapport justement, comme vous l'avez mentionné, en entrée de jeu, la fameuse comment dire, division entre les dépenses et les investissements, donc les dépenses opérationnelles du gouvernement versus ses investissements. Ça vient un peu compliquer la question, ou du moins la comptabilité là, de la présentation des finances publiques, mais au final, on revient quand même au même résultat. Peu importe qu'on appelle ça une dépense ou un investissement, ça reste quand même les contribuables qui payent au final. Donc, on augmente massivement les dépenses, notamment en défense. En fait, la part du lion des nouvelles dépenses qui ont été annoncées au cours des 5 prochaines années, donc pas loin de 40%, soit 60 milliards de dollars, ça va vraiment être mis dans la défense nationale dans le but en bonne partie d'augmenter les dépenses, que ce soit pour l'armement, l'innovation, la recherche et l'embauche de personnel. Donc, on sait que ça fait partie des priorités du gouvernement Carney et ça a été maintenu. Il y a quand même quelques éléments que je peux mentionner dans le budget qui étaient comment dire, intéressants pour les contribuables, ou du moins qui valent la peine d'être soulignés de manière positive. D'un, on concrétise la fin de la taxe carbone pour les consommateurs dans le reste du Canada, qui est annoncée, on se souvient, le 1er avril dernier, mais on n'a pas encore vu l'impact budgétaire ni si ça allait bel et bien être maintenu comme mesure. On a aussi le fameux recul sur l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital qui a été annoncé en fait au budget en 2024 et qui avait comme été, comment dire, bien débattu. En fait, on était encore nous-mêmes en cours devant les tribunaux contre l'Agence du revenu du Canada pour s'assurer est-ce que ce précédent-là ou est-ce que l'agence se permet d'aller chercher un impôt qui n'a pas encore été voté, que ça puisse pas se reproduire. Donc, bref, de voir que finalement ça se concrétisait dans le budget, c'est une bonne nouvelle. Aussi, le recul, l'annulation en fait de l'impôt, plutôt de la taxe sur les services de luxe ou les produits de luxe, donc les voitures à plus de 100 000, les bateaux, etc. C'est une taxe qui avait été mise de l'avant en 2022 par Justin Trudeau dans le but de faire payer en fait les déficits massifs de la pandémie aux ultra riches, et je me sens de guillemets. Il y a eu un recul là-dessus parce qu'on savait que ça affectait entre autres plusieurs industries qui voyaient finalement leur clientèle aller acheter ailleurs, plutôt dans d'autres pays ou d'autres juridictions où cette taxe-là n'existe pas. Donc, c'est un recul qui est à saluer pour nos industries ici. Et surtout dans un contexte où est-ce qu'on essaie d'être le plus compétitif que possible sur les marchés. Puis finalement, en fait, la baisse d'impôt de 1 point de pourcentage sur le premier palier d'imposition, ça avait été promis, ça a été livré le 1er juillet dernier, donc c'est effectif. Donc, un foyer au Canada avec 2 revenus va économiser environ 814 $ par année si on se base là, sur les déclarations d'impôts de cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle comme telle. Pour le reste, ce sont essentiellement des programmes de subventions ciblés, beaucoup d'annonces, de nouvelles annonces de dépenses supplémentaires, notamment 150 millions de dollars de plus qu'on va distribuer à Radio-Canada au courant des prochaines années, comme s'il y en avait besoin. Bref, donc c'est un peu ce qu'on est habitué de voir avec comment dire, avec les libéraux, avec que ce soit Justin Trudeau ou Mark Carney, mais au final, c'était très dépensier, très déficitaire, aucun cadre pour le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est pas un budget qu'on peut appeler responsable, mais il y avait quand même des petits éléments à souligner de positif au final. Parlez-nous un peu de, selon vous, là, cet investissement, disons, unique là, dont on n'a pas vu, dont on n'a pas le souvenir dans l'armée. Est-ce que c'est, selon vous, lié justement aux exigences de Donald Trump et est-ce que ces investissements, finalement, vont permettre
disons, parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises militaires, ce sont des entreprises américaines. On sait que les nouvelles technologies, dans le domaine militaire, on peut penser au Anduril de ce monde qui crée des drones. On peut penser au Palantir de ce monde qui crée des conditions techniques et logistiques qui permettent de gagner les guerres en 2025. Pensez-vous que ça peut avoir un impact positif sur les négociations, de un, et de deux, éventuellement, en dessous de la couverte, commencer une intégration militaire au niveau... je sais que ça dépasse le cadre budgétaire, là, mais est-ce qu'il y a une intégration en dessous de la couverte qui se fait par l'armée en ce moment? Ben, c'est sûr qu'il y a un rattrapage qui était quand même nécessaire. C'est pas tout à fait, tu sais, comme vous avez pu le voir, j'ai pas vraiment chialé sur le fait qu'on augmentait les dépenses au niveau de la défense nationale parce que c'est un rattrapage qui était dû depuis longtemps, que quoi qu'en disent plusieurs personnes qui ont critiqué le budget. À la fin de la journée, le Canada a fait la grave erreur, tant qu'à moi, de sous-estimer et surtout de sous-financer sa défense nationale, généralement parce qu'on pouvait faire ce qu'on appelle du piggyback sur le dos des Américains, puis c'est à peu près la même chose pour les Européens. En fait, tout le monde s'est retrouvé au courant des 20 dernières années, depuis l'effondrement du mur de Berlin puis de l'URSS, on dirait que tout le monde a comme assumé que c'était les Américains qui allaient prendre en charge leur propre souveraineté, ce qui est une très, très grave erreur. Donc, le rattrapage est nécessaire. Au Canada, on a investi à peine 1,2 ou 1,3 % de notre PIB dans la défense nationale. Donc, ce rattrapage-là pour rejoindre les objectifs de l'OTAN sont nécessaires pour plusieurs raisons. La première, c'est nécessaire pour nous d'avoir une armée capable de défendre notre territoire et de défendre nos intérêts ici et ailleurs. Puis d'un autre temps, ben oui, il faut quand même qu'on sécurise notre place au sein de l'OTAN. C'est pas un club public où est-ce qu'on peut y être et qu'on se dit que finalement, ben c'est pas grave si on fait pas notre part parce que les autres vont faire à notre place. Il y a un rattrapage qui est nécessaire à ce niveau-là, que je crois qui est nécessaire aussi pour qu'on puisse être en mesure d'avoir comment dire, une bonne relation un peu plus cordiale avec les Américains lors des négociations à venir, parce qu'on sait qu'il y avait de la pression à ce niveau-là. Je tiens à rappeler que la dernière fois que c'est un épisode qui est arrivé en 2021, quand il y a eu ce fameux ballon espion qui a flotté dans le ciel du Canada, là, on ne sait pas si c'est un ballon espion, mais ça avait flotté aux États-Unis, c'était rendu au Canada, ben, ça a été abattu par un avion américain, même si c'était dans le ciel canadien. Ce qui démontre que, je veux dire, si on n'est pas capable d'abattre un simple ballon météorologique comme ça par nous-mêmes, qu'est-ce que ça dit sur la capacité du Canada à défendre ses propres intérêts? Et je veux dire, à la fin, Donald Trump va utiliser tous les arguments nécessaires pour, comment dire, avoir un contrepoids sur la table qu'on ne saurait nous-mêmes là, renverser. Donc, c'était une bonne décision. Ceci étant dit, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, la plupart des entreprises qui sont dans l'armement sont américaines. Vu qu'on est dans l'OTAN, généralement, on doit s'aligner sur les mêmes entreprises ou sur à peu près là, les mêmes types de produits et matériaux qui sont utilisés par les autres armées, donc essentiellement qui sont également armés par des entreprises américaines. Donc, il faut juste s'assurer que nos investissements, si on est pour parler d'investissement, parce que c'est exactement ce que c'est au final pour protéger le Canada à court, moyen, long terme, ben, il faut qu'on s'assure que ces contrats-là soient bien faits. On se souvient de ce qui s'est passé avec les F-35, à quel point là, il y a eu des back and forth. On a annulé ça en 2015, on ramène ça 10 ans plus tard. Je veux dire, finalement, pour payer plus cher. Donc, ce genre de situation-là, on peut pas se le repermettre à nouveau. Il faut que ces choix-là soient stratégiques, que les contribuables soient gagnants, et au final, que notre défense nationale soit bel et bien là, revigorée. On a parlé avec Jérôme dans la première partie de ce podcast, pardon. On a parlé du problème justement des déficits et des problèmes à long terme que ça pose, notamment pour, disons, si on était, disons, des agents du statu quo et qu'on voulait garder un État fort, un État présent, un État interventionniste au niveau des services, que ce soit l'éducation, les soins de santé, etc., etc. Le plus grand ennemi, selon ce dont on a discuté, à la permanence de cet État fédéral, de cet État provincial aussi, c'est justement la fiscalité et être capable de ne pas être, de traîner le boulet finalement des intérêts sur la dette qui, par exemple, l'année dernière a coûté l'ensemble de la TPS payée par les contribuables. Vous, Nicolas Gagnon, comment voyez-vous un peu des solutions pour faire en sorte de garder ce panier de services ou est-ce que la dette telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle va s'additionner rend l'exercice de maintenir un État fort au niveau interventionniste, est-ce que ça rend ça impossible finalement? Est-ce que c'est rêver
que de penser que le modèle interventionniste État-providentiel puisse perdurer dans le futur, avec les faits que vous venez de nous énumérer? Ben, c'est sûr et certain que plus on attend pour faire le ménage, plus ça va être difficile de le faire plus tard. Donc, encore avec les déficits monstrueux qu'on accumule, on se doute que le changement de cap va être assez demandant pour quand il va venir, parce que c'est dans le budget, comme je vous disais, il y a vraiment aucun plan pour revenir à l'équilibre budgétaire et nécessairement à chaque fois qu'on accumule des déficits, on fait augmenter la dette et la dette nous coûte de plus en plus cher. Comme vous disiez, l'année passée, en fait, on payait autant en TPS que ce qu'on paye, plutôt le gouvernement percevait autant en TPS que ce qu'il dépensait en intérêt sur la dette. Cette année, on dépense plus en intérêt que ce qu'il perçoit sur la dette. Donc, c'est rendu pire. On est rendu à dépenser pas loin de 55 milliards de dollars en intérêt sur la dette cette année. C'est énorme. C'est plus d'1 milliard de dollars par semaine donc pour payer des intérêts sur une dette qui va continuer d'augmenter. Et cet argent-là n'est pas investi nulle part. C'est pas mis dans nos infrastructures, nos services, ni même dans nos poches. Et c'est un montant qui est appelé à augmenter, en fait, parce que l'endettement fait en sorte que les intérêts augmentent nécessairement. Et d'ici 2028-2029, on va être rendu à peu loin de 71 milliards de dollars par année. Donc, ça va augmenter assez rapidement. Et peu importe à quel point on va nous faire miroiter là, la question de l'indice du ratio dette-PIB, parce que c'est souvent ce qui est utilisé pour justifier les déficits massifs, ben à la fin, on a une marge une marge de manœuvre budgétaire, en fait, dont on est de plus en plus privé à chaque année. Puis c'est les intérêts sur la dette. Puis malheureusement, il y a quand même déjà des drapeaux jaunes qui sont levés, notamment l'agence de crédit Fitch, qui représente pas mal là, les marchés financiers, qui a déjà décoté le Canada en 2020, suite à notre déficit massif durant la pandémie, et là qui revient à la charge. Il était déjà revenu à la charge en fait au lendemain des élections en avril dernier, où est-ce qu'il avait averti le gouvernement de Mark Carney que son cadre fiscal pour l'année en cours et les années à venir était trop dépensier. Et ça, c'était quand Mark Carney nous promettait un déficit de 68 milliards de dollars cette année, et Fitch envoyait déjà des avertissements en avril dernier. Finalement, on arrive en novembre, et là, ben, c'est 78 milliards de dollars le déficit, et les projections pour les 5 prochaines années sont pas très intéressantes. Juste à titre d'exemple comme ça, dans la dernière mise à jour économique qui a été présentée par Justin Trudeau, quand Chrystia Freeland a démissionné à peine quelques heures avant le début du huis clos budgétaire. En fait, dans ses projections, il disait qu'au courant des 5 prochaines années, il allait ajouter à la dette du Canada environ 154 milliards de dollars, ce qui était déjà énorme. Donc ça, c'était l'ensemble des déficits cumulés sur les 5 prochaines années. Ben, Mark Carney, lui, est plutôt rendu à 327 milliards. Donc c'est le double. Et il est 2 fois plus dépensé que ce que Justin Trudeau prévoyait de faire. Il va faire exposer 2 fois plus rapidement la dette du Canada que ce que Trudeau prévoyait faire de son côté. Donc c'est quand même assez surprenant que le banquier fasse pire que le prof de théâtre. Mais à la fin, c'est le constat qu'on doit tirer. C'est quand même assez alarmant parce qu'on a déjà une agence de crédit qui se penche sur le dossier, qui réalise que l'expansion budgétaire, l'endettement du Canada va être difficilement soutenable. Et généralement, quand une agence de crédit se pose la question, ben, d'autres le font également. Il y a généralement un effet de domino qui suit. Donc, c'est quand même, disons que ça fait peur pour la suite des choses, parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé dans le passé. Dans les années 90, on a eu une grave crise des finances publiques au Canada, et ça avait aussi affecté les provinces, puisque lorsque le gouvernement fédéral finit par faire le ménage puis rééquilibrer les choses, il y a des coupures massives qui sont faites, notamment dans les effectifs, dans les transferts, dans les programmes et dans les transferts aux provinces. Et les provinces dépendent souvent de ces transferts-là pour être en mesure d'équilibrer leur propre budget. Donc, finalement, l'effet domino se fait dans les deux cas. Si les agences de crédit s'alignent pour dire que le Canada a perdu le contrôle et qu'on doit le décoter, ça va nous coûter beaucoup plus cher sur la dette. Ça va forcer le fédéral à faire des restructurations, et c'est les provinces qui vont payer pour par la suite. Donc, bref, il n'y a personne qui est gagnant avec cette spirale d'endettement. Et ben, le budget qui a été présenté par Mark Carney, en ce sens, c'est totalement irresponsable, parce que justement, il nous garantit qu'on va rester dans le rouge au niveau des finances publiques pour encore au moins une décennie. Et à qui profite le crime, pardonnez-moi l'expression, au sens où si Fitch baisse la cote de crédit du Canada, ce sont les intérêts sur la dette qui devront augmenter. Et donc, on peut penser que les agences comme Fitch sont, elles, ou Standard & Poor's et tout ça, ont aussi une main de l'autre côté, du côté des emprunteurs. Donc, est-ce que, d'une certaine façon, il n'y a pas, disons, un système, là, quelque chose derrière cette logique d'emprunt, de déficit d'emprunt et de paie d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas la population des pays occidentaux en général qui sont
et même des pays non occidentaux. Là, je pense que cette spirale de la dette, elle est partagée des pays qui n'ont pas de dette. J'imagine que ça doit être la minorité dans le monde. Est-ce que, selon vous, il y a un pattern derrière, là, au sens où il y a un peu tout le monde qui profite de ce cercle vicieux dans lequel les économies mondiales sont engagées? Ben, ce qu'on a remarqué au cours des dernières décennies, c'est à quel point les gouvernements, surtout en Occident, mais ailleurs, on n'y fait pas exception, mais n'en reste que, on dirait qu'on a, on a déterminé, en fait, à travers une nouvelle forme de compréhension du keynésianisme, qu'il fallait absolument, je veux dire, encourager la croissance avec de la dette. C'est un peu ce que, en fait, c'est là-dessus que Justin Trudeau s'était un peu fait élire en 2015. Le budget va se rééquilibrer de lui-même. C'est la fameuse phrase qu'il avait dit, mais il l'avait plus dit en anglais. Mais il en reste qu'il faut lire un peu entre les lignes dans ce qu'il avait dit à ce moment-là, parce que ça fait aucun sens. Mais dans la logique économique, ce qu'il disait, c'est que on va dépenser des sommes qu'on n'a pas sous forme d'investissement pour être en mesure de faire croître l'économie et éventuellement la croissance de l'économie comme telle, elle va amener des recettes supplémentaires au gouvernement qui vont permettre de rembourser ces déficits-là. Donc, on peut se permettre de pelleter par en avant avec de la dette, de l'argent qu'on n'a pas, en se disant qu'inévitablement, la croissance économique va rattraper le trou qu'on aura laissé. Sauf que ça fait depuis 2015 qu'on dit ça au Canada et puis on est rendu aujourd'hui, on a une dette qui a doublé, on a une économie qui est pas très, très rayonnante. Cette année, c'est à peu près 1,1 % de croissance du PIB. L'année prochaine, c'est à peu près 1,3 %. Rien à faire sursauter qui que ce soit là, quand on compare la croissance économique du Canada, on est pas mal en queue de peloton des pays du G20. Donc, la stratégie qui mise à s'endetter pour amener de la croissance économique, ça ne fonctionne pas. Puis surtout qu'on utilise constamment le mot investissement pour justifier ces dépenses-là. Tous les déficits des gouvernements de Justin Trudeau à Mark Carney ont été justifiés sous le couvert d'investissements qui étaient apparemment nécessaires. Puis au final, on voit ce que ça donne. Si on pouvait créer de la croissance à partir de la dette, on le saurait aujourd'hui. Malheureusement, l'expérience a été tentée partout. Et partout où ce que ça a été tenté, on a perdu le contrôle sur les finances publiques. Ça a été le cas en Grèce, c'est le cas en France présentement, c'est le cas également je pourrais dire aux États-Unis, on n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire, ils sortent à peine de leur plus grand, paralysie budgétaire là, de leur histoire, en fait. Et pourquoi? C'est parce que c'est de plus en plus difficile de faire passer des budgets qui sont de plus en plus dépensiers avec une dette qui est de plus en plus lourde et qui est rendue au même niveau que le PIB du pays. Donc, le Canada, par exemple, nous, on joue sur les chiffres parce qu'on a la dette fédérale, mais il faut pas oublier qu'on a aussi la dette des autres provinces. Puis si on prend tout ça combiné, le Canada est dans une très mauvaise posture financière à ce niveau-là. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est au final la stratégie qui a été empruntée là, vraiment de s'endetter à répétition comme on l'a fait, c'est insoutenable. Ça va amener vraiment des catastrophes à moyen long terme. Est-ce que, Nicolas Gagnon, vous sentez un réveil chez les Canadiens, une prise de conscience par rapport à l'endettement collectif? Il y a eu un Vox Pop dont on a parlé, qu'on a évoqué rapidement dans cet épisode. Radio X, on a interviewé des gens sur la rue qui disaient, par exemple, que pour eux, la dette, c'était très, très abstrait et que ça reposait essentiellement sur un système économique qu'on ne reconnaissait pas vraiment. Donc, des chiffres, très, très... C'est des nuages, tout ça. Donc, c'est la matrice. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience, vous, à la Fédération? Et d'autre part, peut-être répondre à ces gens pour qui c'est très abstrait encore, la dette. C'est sûr que c'est abstrait parce qu'on parle de dizaines, centaines de milliards de dollars, puis on s'entend que le commun des mortels, je veux dire, moi, tu me donnes 1 milliard, puis je perds un peu le compte, donc je peux imaginer que pour plusieurs, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais faut se rappeler que finalement, la dette, ce qui est vraiment important à retenir, c'est son coût. En fait, comme n'importe quoi, c'est pas juste la dette comme telle qu'on doit rembourser, même si on la rembourse pas vraiment totalement, en fait, mais c'est plutôt ce que ça nous prive de marge budgétaire. J'ai vu souvent des gens au Québec, là, comment dire, déchirer leur chemise sur le dos parce que on verse environ 6 ou 7 millions de dollars pour accueillir les Kings de Los Angeles. On a perdu peut-être des centaines de millions dans Nordvolt, Lion Electric et compagnie. Donc oui, on a totalement toutes les raisons du monde de s'insurger contre ça. Mais quand on dit qu'au Québec, seulement au Québec au niveau provincial, on paye pas loin de 9,8 milliards de dollars en intérêt sur notre dette, et que ça, c'est environ 1070 dollars par personne. C'est-à-dire qu'on travaille toute l'année et on paye des taxes et des impôts sur à peu près toutes nos transactions. Et à la fin, on dit, il y a 1070 dollars de cet argent-là
donc on va dire 1 000 $ pour faire ça simple, qui s'en va non pas dans vos services, qui s'en va pas prendre soin qui va pas remplir le nid de poule qui est devant chez vous depuis 2 ans. Non, ça s'en va littéralement être payé sur des intérêts sur une dette qui va continuer d'augmenter, qui profite à des détenteurs d'obligations de la dette et plutôt des détenteurs d'obligations de la part du gouvernement du Québec ou du Canada, ou plutôt de la Banque du Canada. Et donc, c'est de l'argent qu'on perd, qui ne revient pas, et qui l'année prochaine, il faut se dire que la facture va continuer d'augmenter parce qu'on a un gouvernement qui est fortement dépensier. Alors, et quand on prend le calcul au fédéral, ben, je veux dire, la dette par habitant, juste la dette fédérale, c'est environ 28 000 $ par personne. Donc, les gens commencent à réaliser qu'au final, on vient au monde dans ce pays-là, puis on a déjà une dette colossale, puis on a des infrastructures en décrépitude, on a des services publics qui sont plus du tout, dont la qualité n'est plus du tout au rendez-vous et leur accessibilité encore moins. Et là, après ça, on se dit, mais on n'a pas d'argent. Mais en fait, non, c'est que l'argent, on l'a tellement dépensé et gaspillé, et on s'est tellement endetté qu'on se prive d'une marge de manœuvre de plusieurs dizaines de milliards à chaque année, autant au fédéral qu'au provincial, de cet argent-là qui pourrait être utilisé d'une bien meilleure manière. Mais malheureusement, au lieu que ce soit mis en santé ou en éducation ou autre, ben c'est envoyé en intérêt. Donc, je pense que plus on a cette discussion-là, plus éventuellement les gens réagissent à ce que ça implique pour eux et au final pour l'ensemble de leur société. Mais aussi à la fédération, on a cette fameuse tradition. Généralement, on la fait une fois par année ou une fois ou 2 ans selon les circonstances et la tenue d'élections fédérales. Mais on fait souvent une tournée de la dette où est-ce qu'on a un camion avec le projecteur en arrière qui indique le solde de la dette fédérale ainsi que le montant que ça représente par habitant et de combien ces dettes-là augmentent à chaque jour pour que les gens aient vraiment une compréhension de ce que ça implique. Bien sûr, le montant, quand on dit 1 350 milliards de dollars en dette pour le Canada, les gens en perdent, comment dire, ils perdent le nord en pensant à un tel chiffre, mais c'est normal. On ne devrait pas trouver ça normal, en fait, qu'un tel chiffre nous soit présenté comme si rien n'était, et en plus de dire que ce montant-là a doublé au cours des dernières années, sans qu'on en voit, en fait, les résultats dans notre vie de tous les jours. On est juste, malheureusement, moins riche qu'avant. On a un pouvoir d'achat qui est moins important. On a une économie qui est chambranlante, et on a des finances publiques qui sont dans le rouge pour la prochaine décennie. Les gens commencent à, comme on dit en anglais, connect the dots et à réaliser qu'effectivement, les politiques budgétaires ont un impact sur tout le reste. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez aller visiter l'ensemble de vos productions, de vos engagements, des nombreuses pétitions qui se trouvent sur votre site web au contribuable avec un s.ca. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bon week-end à tous nos auditeurs et j'en profite pour annoncer quand même la sortie de l'abonnement à vie sur notre site. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, payez une fois en un versement de 500 $ et c'est réglé pour le restant de leur existence. Ça marche, on en a déjà eu, imaginez-vous. Donc, voilà, c'est dit. Donc, on a un abonnement à vie maintenant aussi qui fonctionne. Et merci aussi à tous nos auditeurs et nos abonnés pour leur soutien qui nous permet de couvrir l'actualité et apporter une autre voix et un autre récit dans l'espace public. Ça se construit donc peu à peu, cette aventure de Libre Média, mais au moins nous sommes et nous vous remercions pour cela dans la croissance et non dans la décroissance, comme c'est le cas pour d'autres médias. Alors, un grand merci à nos auditeurs et restez à l'affût puisque nous avons d'énormes projets qui vont se réaliser dans les prochaines semaines et nous vous en tiendrons au courant. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.